Bonsoir à tous et à toutes, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Actuellement se déroule devant la cour criminelle de la Martinique le procès de Georges Zou. Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran a fait l'effet d'un électrochoc sur l'économie mondiale. Les chiffres de l'emploi à Mayotte apparaissent comme l'exception française. Dans votre avis-compte, que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Vos réponses dans un instant. Et enfin le journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Recherchez le haut de gamme. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Il y a ceux qui voient la beauté de la fleur de lotus et ceux qui voient la boue au fond de l'étang. Les glucides consommés le soir ne sont pas des ennemis. On peut donc tout à fait manger des pâtes le soir. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Demain, il en sera probablement de même. C'est le statu quo dans les transports publics dans le centre. Il y a maintenant 8 jours que la grève a commencé. Le collège 3 du Robert est actuellement fermé et le restera jusqu'aux vacances de Pâques à cause des odeurs nauséabondes dégagées par les sargasses. Les sargasses, un vrai défi pour la nouvelle municipalité qui a expliqué que c'était une de ses priorités, sinon sa priorité. Les récentes municipales en Martinique enseignent que ce ne sont pas seulement les associations qui ouvrent les portes du monde politique, il y a également l'AIOL. Outre Félix Mérine, de nombreuses personnalités proches d'une façon ou d'une autre du monde de l'AIOL sont entrées dans plusieurs conseils municipaux. Je vous le disais en titre, actuellement se déroule devant la cour criminelle de la Martinique le procès de Georges Zou. Georges Zou est un psychothérapeute qui, après avoir séduit une de ses patientes, l'a convaincu de faire ménage à trois avec sa fille, âgée de 16 ans. On observera que dans cette affaire, l'adolescente a porté plainte et que cette plainte est restée lettre morte pendant plus de 2 ans. Il a fallu qu'elle divulgue cette affaire sur les réseaux sociaux pour qu'enfin les autorités compétentes s'en saisissent. Georges Zou est âgé de 50 ans et est incarcéré depuis 2 ans. Sa femme, professeure de lycée, est actuellement hospitalisée. On apprend que 2 autres femmes se plaignent des pratiques de ce prédateur psychothérapeute. C'est bien connu, les associations servent souvent de moyen d'introduction dans le monde politique. L'exemple le plus spectaculaire et le plus récent aussi est évidemment le RPRAC qui s'est rapidement transformé en PLP. Et puis les Carifta Games d'athlétisme vont se dérouler du 4 au 6 avril à Grenade. La Martinique a sélectionné les 15 athlètes qui vont y participer. Lorsque la houle est forte, il arrive fréquemment que la mer déborde sur la route littorale du Carbet. Le maire, Gérard Moustin, estime que l'enrochement n'est pas la solution pour la protéger. Il faut, semble-t-il, s'en accommoder tout en préparant le retrait à l'intérieur des terres des personnes qui habitent le littoral menacé. Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran a fait l'effet d'un électrochoc sur l'économie mondiale. Explication. Vous le savez sans doute, le détroit d'Ormuz est un bras de mer de quelques dizaines de kilomètres par lesquels transitent en temps normal près de 20% du pétrole et du gaz exportés dans le monde. Depuis 3 semaines ou presque, ces flux sont quasiment à l'arrêt. Résultat, malgré l'utilisation des stocks stratégiques, les prix de l'énergie se sont envolés, le baril avoisinant désormais les $110 en Europe, soit presque le double d'il y a un mois. Cette crise révèle brutalement la dépendance du commerce mondial à quelques corridors maritimes très étroits.
Ormuz n'est pas un cas isolé. Le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb, au cœur de la route Europe-Asie, sont déjà largement évités par les armateurs qui préfèrent contourner l'Afrique pour fuir à la fois les attaques des Houthis en mer Rouge notamment. Plus loin, le canal de Panama, qui voit passer environ 6% du commerce maritime, est fragilisé par la sécheresse qui a déjà obligé à réduire le nombre de navires autorisés chaque jour. En Asie, le détroit de Malacca concentre les approvisionnements énergétiques et les exportations industrielles de la Chine, du Japon et de la Corée. Un blocage y aurait des conséquences immédiates sur l'économie asiatique. D'autres passages, comme le Bosphore, contrôlé par la Turquie, ou le détroit européen de Gibraltar, sont eux aussi devenus des leviers de puissance, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine et la question des exportations de céréales vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, la concentration de la production et des routes dans quelques pays et quelques détroits rend le système très vulnérable. Les entreprises en sont conscientes mais tardent encore à diversifier vraiment leurs sources et leurs itinéraires. La commune du François compte 500 agents territoriaux. Ils ont en principe rencontré leur nouveau maire aujourd'hui, mercredi. Odyssey l'avait annoncé, plusieurs quartiers ont été privés d'eau aujourd'hui de 8h30 à 15h. Elle s'appelle Nancy, elle est martiniquaise, elle a 24 ans et elle est atteinte d'un cancer de l'estomac au stade 4, le plus dangereux. Nancy a tenté toutes les thérapies qui lui ont été proposées en France, sans résultat, mais il semble qu'à Notre-Dame de Montréal, un hôpital canadien, on peut la soigner et la guérir moyennant la somme de 80 000 €. Nancy a lancé une cagnotte pour tenter de récolter cette somme. Cette cagnotte Letchi lui a rapporté plus de 50 000 €. Ajoutée à ses fonds propres, elle dispose désormais de la somme nécessaire pour son traitement. Hier, 150 collégiennes et lycéennes se sont retrouvées à l'Institut martiniquais du sport pour essentiellement découvrir les bienfaits du sport. Il s'agissait également de leur donner confiance en elles, notamment face au monde des hommes. Le Marigot fait face actuellement à une invasion de sargasses plus importante que d'habitude. La nouvelle mairesse Cynthia Hierro estime que c'est actuellement son problème prioritaire. Le cirque Roger Lanzac est actuellement en Martinique. À chaque nouvelle publication de chiffres, Mayotte apparaît comme l'exception française. Dans ce 101e département, le chômage atteint 29% de la population active, soit le taux le plus élevé du pays et près de 4 fois la moyenne nationale. Cela représente environ 22 000 personnes officiellement à la recherche d'un emploi dans un territoire déjà fragilisé par les crises sécuritaires ou encore le passage du cyclone Chido fin 2024. Pour comprendre cette situation, il faut d'abord s'intéresser à la démographie. Mayotte doit absorber environ 10 000 naissances chaque année dans un contexte où la création d'emplois ne suit pas. Résultat, seuls 32% des personnes en âge de travailler occupent un poste contre près de 69% en France hexagonale. Le reste bascule soit dans le chômage, soit dans l'inactivité, soit dans une économie informelle omniprésente. Un tiers des emplois et près des 2 tiers des entreprises opéreraient sans numéro de SIRET ni cotisation à l'URSSAF, notamment dans le BTP et le tourisme. Autre problème majeur, le niveau de qualification. Selon l'INSEE, 94% des Mahorais de 15 ans et plus ne disposent d'aucun diplôme qualifiant. En 2025, 7 700 offres d'emploi ont pourtant été diffusées, mais les entreprises peinaient à recruter faute de candidats formés et à l'aise à l'écrit. Plus d'un actif sur 2 dit rencontrer des difficultés avec la langue écrite. À cela s'ajoute un déficit d'attractivité pour les cadres venus de France hexagonale. Les employeurs décrivent un territoire marqué par la dégradation des infrastructures, la fatigue et le stress chronique des salariés, ce qui pèse directement sur la performance des entreprises. Dans un courrier récent, le groupement patronal de Mayotte appelle les maires et l'État à réagir
en faisant de l'amélioration du cadre de vie, de la sécurité et de la formation des priorités absolues pour éviter que le marché du travail mahorais ne s'effondre encore davantage. Depuis dimanche, en Martinique, 9 femmes sont à la tête de communes. Auparavant, elles étaient 6. Elles étaient 24 à conduire une liste. C'est dans le nord de la Martinique, à Cap-Nord donc, qu'elles sont les plus nombreuses. Martinique Active et la CCIM ont mis en place le Salon des métiers du bâtiment au Lamentin. Elles espèrent ainsi attirer les femmes dans ce secteur qui, on le sait, a beaucoup de mal à trouver la main-d'œuvre dont il a besoin. Il se déroule actuellement au Marigot la semaine des langues vivantes. Toute la journée d'hier, on a parlé espagnol dans cette petite commune du nord de la Martinique. Kaby Lame est le créateur de contenu le plus suivi sur TikTok avec plus de 160 millions d'abonnés. Né à Dakar, au Sénégal, pour de nombreux jeunes Africains, Kaby Lame incarne la possibilité de réussir dans les espaces numériques et de renverser symboliquement les hiérarchies héritées de l'histoire coloniale. Il s'est fait connaître dans le monde entier sous le nom de Kaby Lame grâce à des vidéos dans lesquelles il réagit à des astuces de vie présentées sur Internet en montrant un visage impassible, légèrement agacé. L'histoire de Kaby Lame ressemble à un mythe moderne. En 2020, au début de la pandémie de Covid-19, Kaby Lame perd son emploi d'ouvrier. Confiné chez lui dans un logement social en banlieue de Turin, en Italie, où ses parents s'étaient installés lorsqu'il était bébé, il se retrouve bloqué. Il commence alors à filmer de courtes vidéos. À peine 17 mois plus tard, il dépasse les 100 millions d'abonnés sur TikTok, devenant le premier créateur basé en Europe à atteindre ce cap. Dans ses vidéos, Kaby Lame a remis au goût du jour une ancienne tradition comique. Beaucoup le comparent d'ailleurs à Charlie Chaplin ou à Buster Keaton, tous deux maîtres du cinéma burlesque muet hollywoodien des années 1930, dont il reprend les codes. Mimes, regards expressifs, absence de dialogue et sketchs burlesques transmettant un message. L'impassibilité absolue de Kaby Lame face à l'absurde montre simplement à quel point les solutions rapides proposées sur Internet sont à la fois inutiles et compliquées. L'humour sans parole lui a permis de toucher un public mondial sans barrière linguistique, d'autant que l'algorithme de TikTok favorise les contenus immédiatement compréhensibles. Le geste signature de Kaby Lame consiste, en signe d'incrédulité, à présenter ses deux mains ouvertes vers le haut. Dans de nombreuses cultures africaines et dans la tradition islamique, ce geste, la doua, est celui d'une supplication à Dieu. Kaby Lame est un musulman pratiquant et un hafiz, c'est-à-dire un fidèle ayant mémorisé l'intégralité du Coran. Or, voici que ce geste marquant de la pratique spirituelle coranique, utilisé dans ses sketchs pour un effet comique, constitue l'un des éléments d'une transaction commerciale valant près d'1 milliard de dollars. En janvier 2026, la personnalité expressive soigneusement construite de Kaby Lame est en effet devenue un actif financier. Il a vendu son entreprise Step Distinctive Limited pour 975 millions de dollars à Rich Sparkle, une société cotée basée à Hong Kong. L'accord inclut le transfert des droits d'utilisation de son image, de sa voix et de ses comportements pour créer un double numérique alimenté par l'intelligence artificielle. Ce double produira du contenu multilingue, notamment pour la publicité et les promotions. Les entreprises pourront diffuser des campagnes dans plusieurs pays sans que Kaby soit physiquement présent. Selon Rich Sparkle, cela pourrait générer plus de 4 milliards de dollars de ventes annuelles. Ainsi, et c'est une nouveauté, le créateur n'est plus seulement ambassadeur de marque, il devient lui-même une marque.
Une japonaise, Yoko Horyu, va donner une conférence jeudi, le 26 mars, au 6e étage de l'hôtel de ville de Fort-de-France, où elle démontrera comment même le Japon est concerné par l'œuvre d'Aimé Césaire. C'est dans le cadre des rendez-vous du jeudi que la japonaise Yoko Horyu va donner cette conférence. Dès lors, l'entrée est gratuite et c'est, on le rappelle, au 6e étage de l'hôtel de ville de Fort-de-France. Le maire le mieux élu aux dernières élections municipales en Martinique est Jean-Charles Varaka-Voudin, le maire du Macouba. Il a obtenu 86,96% des suffrages. Vient ensuite Fred Michel Thirault, le maire du Saint-Esprit, 81,95%. Et Jean-François Bonnol, le maire de Rivière-Pilote, 81,79%. Que nous le voulions ou pas, et même si c'est très indirectement que nous sommes concernés par la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, l'Iran a diffusé le communiqué suivant qui est plutôt une bonne nouvelle. Les navires non hostiles peuvent, à condition qu'ils ne participent pas à des actes d'agression contre l'Iran, ni ne les soutiennent, et qu'ils se conforment pleinement aux règles de sûreté et de sécurité en vigueur, bénéficier d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités compétentes, est-il écrit dans un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères à l'Organisation maritime internationale OMI. Rappelons que cette route maritime est fermée depuis fin février, quand a commencé la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé hier mardi que l'État hébreu allait prendre le contrôle d'une zone de sécurité dans le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, jusqu'à ce que la menace du Hezbollah soit définitivement écartée. Le Salon des métiers du bâtiment au Lamentin espère attirer les femmes dans ce secteur qui, on le sait, a beaucoup de mal à trouver la main-d'œuvre dont il a besoin. Et puis le cercle Franz Fanon informe ses membres et sympathisants que son assemblée annuelle aura lieu le vendredi 27 mars à partir de 17h au Centre culturel de Châteauboeuf à Fort-de-France, 37 boulevard de la Solidarité. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France ? Nous vous écoutons. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France ? Alors, je ne peux pas donner mon opinion parce que je ne les ai pas suivis dans leur intégralité. Maintenant, après, il s'agit de savoir ce que nous voulons pour cette ville. Donc, choisir le bon prochain maire. Bon, ça c'est une première chose. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut voir, c'est que les choses vont changer. Dans un principe politique qui n'est plus établi comme auparavant, on a des gens qui vont venir. Reste à savoir si maintenant ces personnes-là sont capables de faire ce qu'il faut pour leur commune. Voilà. J'ai déchiré ma carte. Parce que quand je vois que le maire de Fort-de-France a été mis en examen, le peuple... Mais non, on arrête. L'ancien maire est passé. C'est une bonne chose. Ouais. Alors, personnellement, je pense que M. Laguerre est passé parce qu'en fait, il y avait trop de diversification dans les représentants là qui se sont alliés avec différentes opinions politiques et ça a perturbé en fait la population. Donc ils ont préféré rester dans une certaine stabilité. Bien, je pense qu'ils n'appréciaient pas tout, ils n'ont pas tout, en fait, ils n'ont pas donné leur accord sur tout. Mais en fait, c'est le fait que ce soit aussi disparate
au niveau du public qui se présentait que, en fait, Monsieur Laguerre est passé, quoi. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Ah ben ça a été. La guerre a triomphé, ben c'est... Oh, il était très foulé, bon, tant pis. Hein. Donc ça va. Ouais, j'étais pour Pépito. Non, pas Pépito, j'étais pour... La guerre? Non, l'autre là. Moreau. Moreau, ouais, c'est bien. Vous savez, déjà à la base, je ne suis pas politique, mais je me dis que faut donner la place aux jeunes. Ouais. Franchement, il faut oser. Il faut donner la place aux jeunes. Il faut du changement. Et je trouve qu'il n'y a pas eu de changement à Fort-de-France. Il est trop vieux la guerre? Comment? Il est trop vieux la guerre? Pas question qu'il est trop vieux, mais moi, je travaille à Fort-de-France. Je peux vous dire que Fort-de-France, c'est sale. Ah, ok. Fort-de-France, c'est sale. Fort-de-France, ça sent. Il n'y a pas de toilette à Fort-de-France. Je travaille dans une grande boutique. Je ne vais pas nommer le nom. Une boutique réputée, une grande boutique de tourisme. Et que les clients nous demandent tout le temps des toilettes, des toilettes. Il n'y a pas de toilettes à Fort-de-France. Fort-de-France, c'est sale. Fort-de-France, c'est pas possible. Laissez la place aux autres, parce que ceux qui sont là depuis très longtemps, ils pensent que ils sont chez eux. Et ça, c'est pas bon. Il faut pouvoir les remplacer. Comme on a fait pour les présidents, 2 mandats, je pense qu'il faudrait peut-être faire la même chose pour les maires. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. Non, c'est trop. 30 ans, 32 ans. Non. Okay. Mais regardez, le maire de Troisy, il a bien travaillé, c'est bien. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut passer la main, avoir de nouvelles idées, tout ça. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Rechercher le haut de gamme. Nous vous avons signalé hier que l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll plaide pour le développement d'une agro-industrie dans nos îles. Nous avons nous-mêmes déjà signalé à plusieurs reprises que le pays développé que nous sommes ne pouvait pas concurrencer nombre de pays dans le monde, et notamment dans la Caraïbe, puisque nous produisons forcément beaucoup plus cher qu'eux les mêmes produits, des produits de pays sous-développés. Il nous faut donc y ajouter un plus. La meilleure qualité sanitaire, c'est un plus, mais ça ne suffit pas. Il faut trouver autre chose. Et c'est donc cette autre chose que propose M. Noll. Reste maintenant à réfléchir, à définir le marché auquel doivent s'adresser nos produits. Car évidemment, il n'y a pas de production possible sans consommateurs, sans clients. Dans la solitude de leur laboratoire, il est probable que nos chercheurs trouveront les recettes qu'il faut pour valoriser nos produits primaires et que nous saurons les fabriquer. Plus difficile peut-être sera la bataille sur les marchés, car là, on n'est plus tout seul. La concurrence sera rude, sans compter que nous serons vite imités. Mais il suffit parfois de peu de choses pour faire la différence, précisément. À l'époque, nous formions des jeunes pour leur permettre de s'intégrer dans le monde du travail. À l'issue d'un stage, l'un d'eux, c'était une fille, nous offrit une bouteille magnifiquement présentée. Elle était enveloppée dans un papier doré, parsemé de taches de toutes les couleurs et traversée de fines bandelettes dorées elles aussi. À l'intérieur, c'était une bouteille de champagne, un champagne quelconque, un champagne qui correspondait à ses moyens financiers, mais ça n'avait aucune importance. C'était pour nous le plus magnifique des cadeaux. L'emballage avait suffi à faire la différence. Ne peut-on déjà imaginer que c'est en nous positionnant haut de gamme, produits pour gens riches, avec des emballages de ce type, des emballages haut de gamme, que nous pourrions vendre dans de nombreux pays nos bassignacs ou les produits de notre agro-industrie, les frites de bananes ou les compotes de caïmites, sans compter la chair déjà agro-cuisinée des langoustes élevées dans les VHU immergés au large de nos côtes.
Nous pourrions notamment partir à la conquête de l'Europe du centre et de l'Est, où vivent aussi, forcément, des gens riches. L'Europe, ce n'est pas seulement la France, l'Allemagne et la Belgique. Et nos produits n'ont pas vocation à être éternellement achetés par la petite mémé qui fait son marché le dimanche matin dans un arrondissement de Paris. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, passons à la rubrique santé. Ce soir, plein feu sur l'épilepsie. Selon la définition de l'OMS, l'épilepsie est une affection cérébrale liée à des décharges excessives de certains neurones entraînant des crises de tremblements involontaires, partiels ou généralisés. En France, on compte 600 000 épileptiques dont la moitié a moins de 20 ans. On estime que 5% de la population est susceptible de faire un jour une crise d'épilepsie. Or, les crises en elles-mêmes, mais aussi les préjugés qui entourent cette maladie, sont à l'origine de nombreuses difficultés pour les patients, tant professionnelles, scolaires, familiales que sociales. L'angoisse de la crise, qui peut intervenir n'importe quand, et la crainte de l'exclusion marginalisent les épileptiques. Pourtant, les traitements ont progressé et la majorité des patients peut aujourd'hui mener une vie normale. Le traitement médicamenteux permet de stabiliser la maladie chez 70% des épileptiques. Dans les cas restants, d'autres traitements ont été mis au point, dont la thérapie par stimulation du nerf vague, une alternative à la chirurgie. Elle consiste à implanter un petit stimulateur sous la peau que le patient active lui-même pour stimuler son nerf et ainsi gérer sa crise d'épilepsie. Elle permet à un patient sur deux de baisser les crises, leur durée et leur intensité de 50%. On améliore ainsi nettement la qualité de vie des 30% de patients résistants au traitement médicamenteux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT, Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange et Bouygues en France. Vous pouvez revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.